Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur cet espace de psychanalyse pour tous, notre rendez-vous du mardi 21h. Alors, hop, vous allez bien? Donc c'est un espace de psychanalyse pour la diffusion de la psychanalyse. L'objectif, c'est de diffuser effectivement la psychanalyse pour que nous soyons plus nombreux à nous intéresser et à étudier, Céline, bonsoir, et à étudier cette discipline si nécessaire à chacun d'entre nous. Sophie, bonjour. Samy, bonsoir. Vous allez bien? Donc nous sommes au rendez-vous. Nous sommes le 16 janvier 2024. Nous avons bien commencé l'année. Et aujourd'hui, Sabrina, bonsoir. Et aujourd'hui, nous nous sommes proposés de parler le sujet qu'on a, Néléa, bonsoir. Le sujet, Fériel, bonsoir. Le sujet qu'on a présenté, c'est l'enfance. Alors, bien sûr, quand on parle de l'enfance, il y a nombreux éléments qui vont faire partie de cette période, de cette première période de notre vie. Jessica, bonsoir. Donc, je vous laisse arriver à notre rendez-vous. Et Exédine, bonsoir. Guy, bonsoir. Et Frédéric, bonsoir. Tout va bien ici, merci. Je suis là, donc ça va. Et vous, comment allez-vous? Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Clémence Lonis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero. Bonsoir l'équipe. David, bonsoir. Et préciser pour ceux qui nous regardent le lundi sur YouTube, sur le canal de YouTube, que si vous voulez participer au direct, le direct c'est le mardi à 21h sur la page Facebook de Clémence Lonis, psychanalyste, que vous pouvez trouver donc sur Facebook. Donc je disais qu'aujourd'hui on va s'intéresser à cette période de notre vie qui, la première période de notre vie. Le sujet est sur l'enfance. Sylvie, bonsoir. Donc, comme vous le savez, puisque la majorité d'entre vous, messianes, vous nous suivez avec régularité, et Corinne, bonsoir, Martine, bonsoir, que parcourir les caractéristiques du développement psychique, c'est un champ très vaste et bien évidemment toujours passionnant. C'est pour ça que nous nous retrouvons tous les mardis à 21h. Alors, rappelons que Sigmund Freud inaugure la théorie psychanalytique, Olivier bonsoir, Nadine bonsoir, inaugure la théorie psychanalytique avec l'interprétation des rêves, avec Jelena bonsoir, avec Fifi bonsoir, avec la publication de l'interprétation des rêves en 1900. Alexandra, bonsoir et bonne année à vous aussi. Et que sa grande production, puisqu'à partir de là, bon, il avait déjà publié de nombreux textes avant, Nadia bonsoir, Damienne bonsoir, mais à partir de là, il va continuer, Marie-Laure, Assise bonsoir, continuer sa production et que ces nombreux textes nous obligent à une lecture, Marie-Christine bonsoir, Sandra bonsoir, à une lecture permanente des textes pour se retrouver toujours avec ces informations, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on reprend la lecture d'un texte, on redécouvre quelque chose, où on découvre surtout l'enfant et le père de l'enfant. Donc, Poisson bleu, bonsoir, et on redécouvre des nouvelles choses surtout. Et que les textes, entre eux, ils commencent à s'unir, parce que Freud nous a exposé toute sa théorie, Claudette bonsoir, dans différents textes, mais l'idée c'est de pouvoir, Milka Vidovic bonsoir, rassembler en fait tous ces textes pour pouvoir se faire une idée de ce qu'est notre appareil psychique. Et que dans cette approche, donc dans Touria bonsoir, dans cette approche de la nature de ces phénomènes psychiques, de ces processus psychiques qui nous accompagnent donc depuis la naissance et qui nous accompagneront jusqu'à la mort, il est assez inévitable de nous poser des questions sur ces processus et surtout sur le processus de l'enfance
on a tendance à penser qu'elle est si déterminante. Et Mostamed, bonsoir. Alors, comment l'enfance influence, Simo, bonsoir, nos propres caractéristiques personnelles? Nathalie, bonsoir. Meilleurs vœux à vous aussi. Donc, on va voir, et ça c'est très intéressant, de voir comment cette enfance, en fait, nous influence. Et ce que va dire Freud, c'est que cette enfance, si elle nous influence trop dans la vie d'adulte, c'est que nous devons consulter un psychanalyste. Et ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est de pouvoir penser justement l'enfance d'une manière différente que ce que nous avons l'habitude de faire dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que dans la vie quotidienne, un petit peu comme ce qu'on avait vu la fois dernière, c'est-à-dire que dans la vie quotidienne, je vois que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre, mais j'ai besoin de me rappeler de la théorie pour savoir que ce n'est pas le cas. Et en psychanalyse, c'est la même chose. Je dois continuer à lire pour me rappeler que les éléments que je vois ne me donnent pas exactement des informations sur la réalité. Sonia, bonsoir. Et alors, quand on parle de l'enfance, on peut parler, comme je disais, de différentes approches, sur nombreux points, comme on a eu l'occasion d'en parler quand on parlait, bonne année Sonia, comme on a eu la possibilité d'en parler quand on parlait des différentes pulsions, de ce développement psychique avec les différentes pulsions. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser, Annick, bonsoir, à un texte qui est très intéressant, qui s'appelle Le roman familier du névrosé. C'est un texte de 1909, donc quelques années après l'interprétation des rêves. Est-il possible qu'une étape non achevée durant l'enfance perturbe la personne à l'âge adulte? Alors on va voir que les étapes ne sont pas inachevées, que les étapes, disons que nous sommes tous passés par ces différentes étapes. Ce qui se passe, c'est que de temps en temps on y retourne. De temps en temps on y retourne, c'est-à-dire que comme c'est quelque chose qui n'a pas été oublié, sinon que c'est une étape de notre vie qui s'est transformée et qui est devenue inconsciente, qui nous accompagnera toute notre vie et auquel, quand la réalité de notre vie devient trop difficile, psychiquement, Agnès, bonsoir, nous avons tendance à régresser, à retourner à des endroits de la pulsion, des endroits de la pulsion au niveau psychique. Mais c'est pas exactement de ça dont on va s'intéresser aujourd'hui, sinon qu'on va voir que, comme vous le savez aussi, qu'il ne suffit pas de savoir ou de connaître ce qui nous est arrivé, puisqu'on va parler de choses qui nous sont arrivées à tous, et d'une manière ou d'une autre, et que même si nous connaissons de façon théorique, c'est comme la Terre qui tourne autour du Soleil, même si nous le savons, Céline bonsoir, Nabila bonsoir, même si nous le savons, ça ne nous permet pas d'avoir accès au mouvement terrestre. Le mouvement terrestre, nous sommes insensibles à ce mouvement terrestre. Cécile, bonsoir. Et avec les processus psychiques, il se passe la même chose. Donc nous pouvons étudier les processus psychiques, nous pouvons voir comment ils fonctionnent, mais en fait, quand ils fonctionnent, nous n'en avons pas conscience. Nous n'avons conscience que des résultats. Tout désir n'est pas accompli. C'est bien ennuyant. Que faire pour y retourner le moins souvent possible? Exactement, Nadine. Ça, ce serait le but d'y retourner le moins possible, de réussir à faire face à la réalité, quel que soit, quand on dit commencez votre psychanalyse aujourd'hui pour mieux vivre les années futures, c'est-à-dire pour avoir toute la capacité nécessaire pour faire face à l'avenir, pour faire face à ce qui va se passer à l'avenir, pour justement ne pas retourner dans un passé qui n'existe plus, dans une situation qui en fait n'existe plus. Donc quand on régresse, en fait, on s'éloigne de la réalité disparaît et nous rentrons dans un monde de fantasmes où la réalité n'est plus là. Donc je disais que connaître les mouvements psychiques, c'est quelque chose d'essentiel, mais qu'ensuite, il est nécessaire, bien évidemment, de pouvoir passer par un travail analytique pour accepter
parce qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit réellement, accepter les processus que nous avons, des processus psychiques qui sont inconscients, qui déterminent notre vie affective, principalement, notre vie quotidienne, on va dire, et que ces processus que nous ne pouvons pas voir, que nous ne pouvons pas mesurer à partir de la conscience, sont des processus donc inconnus, hein, c'est pour ça qu'on a besoin d'étudier la théorie pour le connaître, sont les responsables de notre vie, de nos goûts, de nos décisions, on va dire, de nos insatisfactions aussi, et de nos contradictions. Donc, la possibilité d'accepter, parce qu'en fait, le travail analytique, l'objectif véritable du travail analytique, Samia Bonsoir, c'est d'accepter que ces processus psychiques inconscients déterminent ma vie. Que je ne peux pas croire, hein, aux manifestations qui se présentent dans ma réalité. Donc, et ça c'est quelque chose qu'on n'obtient pas comme ça du bout, non, avec en claquant les doigts. Je veux dire que c'est quelque chose où il faut un travail régulier et un travail constant pour se rendre compte que notre conscient, que le contrôle est impossible, que notre conscience, non, ne détermine pas les choses. Donc sur ce texte que nous allons voir aujourd'hui, qui s'appelle Le roman familier du névrosé, nous allons nous intéresser principalement à la famille. La famille, c'est-à-dire, puisque c'est au sein de cette famille ou d'une structure familiale où nous allons nous humaniser, ou rentrer dans cette humanité, puisque au départ, nous arrivons et nous ne savons absolument rien faire, et que s'il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe de nous, qui va nous accompagner, puisque grand intérêt à savoir ce que la psychanalyse a éventuellement à dire à propos des effets d'avoir. Donc, et pourquoi vous pensez qu'une nourrice a moins bien fait son travail qu'une maman? Sommes-nous tous névrosés? Oui, mais à des degrés différents. Sandrine, bonsoir. Et donc, nous sommes une espèce animale particulière, parce que nous sommes les seuls sur la planète à avoir autant besoin de naître prématurés, en fait, et avoir besoin d'autant de temps pour pouvoir nous être capable de faire face à la situation de notre vie, et que nous naissons sans défense de l'extérieur, et que nous allons avoir besoin des autres. Et nous allons avoir besoin des autres dès le départ, ils vont être indispensables, et ils vont être indispensables aussi tout au long de notre vie. Et qu'un bébé, donc un bébé humain, il est complètement sans défense, il est dépendant donc à la naissance, et parfois d'ailleurs cette dépendance, et c'est de ça dont on va parler un petit peu aujourd'hui, cette dépendance se maintient un petit peu trop longtemps. Cette dépendance se maintient un petit peu trop longtemps parce que cette dépendance est nécessaire, elle est nécessaire, indispensable pour notre développement, mais il arrive un moment, il va falloir se séparer de cette structure familiale. Alors quand on parle de séparation de cette structure familiale, on fait référence bien évidemment à une séparation psychique. Parce qu'on peut partir à des kilomètres de la famille et avoir notre relation, que nos relations avec la famille psychiquement ne se sont pas modifiées. Sarah, bonsoir. Donc, nous avons besoin de, Amina, bonsoir, de ce qu'on va appeler la fonction mère. Donc, peu importe si c'est la maman biologique, si c'est une nourrice, si c'est une autre personne, mais nous avons besoin de quelqu'un qui nous nourrisse. Nous avons besoin ensuite de la fonction père, et que cette structure qui est la famille avec ses différents éléments, c'est là qui va nous permettre de grandir et d'apprendre les premiers rudiments de la vie, parce qu'après il faudra continuer bien évidemment une élaboration pour continuer à apprendre à vivre, parce que quand on sort de la famille, quand on arrive à sortir de la famille, bien évidemment on n'a pas terminé notre formation pour pouvoir faire face à ce que la vie va nous montrer de ce que c'est que la vie. Sinon, au contraire, nous devons renforcer les enseignements une fois que nous sortons de la famille pour pouvoir bien apprendre, pour nous connaître, apprendre à nous connaître, à connaître cet être humain que nous sommes, et à apprendre ce qu'est la vie, ce qu'est cette réalité de la vie.
Donc c'est dans cette dépendance biologique et psychologique que vont s'unir le désir et le besoin, ou plutôt le besoin et le désir, qui vont ensemble forger notre vie d'humain. Et donc il est facile de comprendre que dans une situation telle sans défense, que ces premières personnes qui vont participer à notre développement vont bien évidemment être très importantes. Très importantes puisque ça va être la première rencontre avec des êtres humains, qui parlent, qui vont nous parler dès le berceau, apprendre à nous connaître pour s'autonomer. Alors, donc, ces premières personnes vont être non seulement nos premiers objets d'amour, mais en plus, ça va être aussi les premières personnes sur lesquelles nous allons en fait mettre nos premiers sentiments d'hostilité aussi. Parce qu'il n'y a pas que de l'amour dans l'enfance, il y a aussi énormément de sentiments hostiles, de dépendance et de révolte. Les enfants, ils sont rebelles. Et que tout ça, ça va se développer en plus avec une grande passion. Toute cette enfance, c'est un développement passionné que va traverser l'enfant pour la formation de son appareil psychique. Donc, au fur et à mesure qu'il va se développer, qu'il va grandir, il va petit à petit devoir apprendre à se séparer de ses parents. À se séparer. Ce sont les conséquences nécessaires de l'enfance. Mais Freud dit que c'est aussi une des étapes les plus douloureuses par laquelle l'enfant va devoir passer, c'est-à-dire se séparer des parents. Donc, bien évidemment, cette libération, on va dire, est indispensable, inévitable pour pouvoir avoir et fabriquer sa propre vie, la mener à bien et que Freud va préciser, et en plus c'est quelque chose qui est nécessaire non seulement pour chacun d'entre nous, sinon que c'est quelque chose qui est nécessaire à la société. C'est un progrès. La société progresse grâce à ces différentes générations. Parce que si on reste dans la famille, il n'y a pas de différence de génération. Nous faisons, comme certaines personnes qui refont la même vie que leurs parents, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été capables de se séparer et ils vont refaire la même vie que leurs parents. Donc, c'est pas une autonomie, Olivier, non, c'est pas une autonomie de se séparer des parents, non, c'est de pouvoir devenir, non, chacun d'entre nous, se séparer des parents, c'est-à-dire ne plus tout le temps ressembler à papa, ne plus tout le temps ressembler à maman, sinon de ressembler chacun d'entre nous à nous-mêmes, non, comme vous disiez, se nommer soi-même, c'est-à-dire avoir son nom et son prénom qui nous sont propres et qu'on ne ressemble pas à nos progéniteurs. Et Zédine, une sorte de délivrance, il reste toujours dépendant. Toujours, pourquoi? Certains vont rester toujours dépendants, effectivement, mais ça, ce sont des personnes qui ont des difficultés pour faire face à la réalité, non? C'est-à-dire que Freud va dire effectivement qu'il y a une certaine quantité de personnes qu'on va appeler névrosées, qui ont des difficultés ou qui ont échoué dans cette tâche, c'est-à-dire qu'ils sont toujours unis, non, au papa, à la maman, ils ont une union avec les parents qui est très forte. Alors, quand on dit une union, ce n'est pas obligatoirement vivre avec eux, ce n'est pas obligatoirement, mais que le père et la mère continuent à fonctionner, on va dire à être présents dans leur vie psychique. Alors, on va voir un petit peu une des choses qui va permettre cette séparation, parce qu'il y a des éléments qui vont aider l'enfant à se séparer. Et que les éléments qui vont participer, ce ne sont pas obligatoirement des éléments qui sont, on va voir que quand on parle de l'enfance comme du paradis perdu, il ne s'agit pas exactement de ça. Parce qu'en fait, il va falloir passer par de nombreuses déceptions pour pouvoir s'éloigner de ses parents. Parce qu'au départ, les parents, pour les jeunes enfants, les tout jeunes enfants, on va dire, Anne, bonsoir, pour les tout jeunes enfants, en fait, au début, la seule autorité et la source, on va dire, de toute foi, le désir le plus intense et décisif de ces années infantiles, en fait, sont la relation que l'enfant a avec ses figures parentales qui sont des modèles,
qui sont des modèles. C'est-à-dire que au départ, les enfants, ce qu'ils veulent, c'est leur ressembler. Alors vous voyez qu'après, les névrosés, ils disent, ou les adultes, ils disent, ah, je ne veux pas ressembler à ma mère, regardez, je fais comme elle. Je ne veux pas ressembler à mon père, et regardez, je fais comme elle, comme lui. Non, c'est-à-dire que nous avons tendance, non, on voit que la difficulté de se séparer. Mais au départ, l'enfant, ce qu'il veut, c'est ressembler, parce qu'il les trouve fantastiques. Ses parents sont absolument géniaux, non? Et donc, ils veulent arriver à être aussi grands qu'eux, avec autant de pouvoir, et ils pensent que les parents ont beaucoup de pouvoir, puisque, comme j'ai l'habitude de le souligner, que eux, ils ne peuvent rien. Donc les parents, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, sinon que c'est le bébé, non? Ou le jeune petit enfant qui a toujours besoin de maman pour pouvoir manger, pour aller se coucher, il a besoin du petit baiser avant de dormir, hein, qu'on lui dise une histoire si nécessaire, etc. Donc ce que veulent les enfants dans cette première étape, c'est ressembler à papa et maman. Hein. Et donc, bien évidemment, au fur et à mesure de ce développement, ils vont se rendre compte que l'enfant va découvrir peu à peu que les véritables catégories, non, les véritables caractéristiques de ses parents, c'est pas exactement, Adeline, bonsoir, ce qu'il avait imaginé. Hein. Et donc, petit à petit, dans ce développement intellectuel, donc, par lequel doit passer l'enfant, qui est inévitable, il va se rendre compte que les parents ne sont pas aussi magnifiques ni aussi grandioses qu'ils l'imaginaient. Et donc, tous ces sentiments qui vont se manifester, donc à partir de là, on va dire, sont nécessaires. Ils sont nécessaires et ils font du bien. C'est pas quelque chose, ce sont des déceptions qui vont nous aider à grandir et à nous séparer. C'est-à-dire que Lila, bonsoir. Et c'est pour ça qu'on va dire qu'on ne peut pas éduquer les enfants que dans la bonté, en étant toujours gentil avec eux, en disant que quand ils nous critiquent, quand les enfants commencent à nous critiquer, non, de recevoir ces critiques comme quelque chose de positif, dans le sens où ils sont enfin en train d'arriver dans la réalité, de se rendre compte, ben non, que sa maman, ce n'était ni la plus belle, ni la plus magnifique, et que son papa, ce n'était pas non plus le plus fort. Donc, ni toutes les caractéristiques, les étiquettes qu'il avait mises sur ses parents ne correspondent pas à la réalité. Et donc, ça, ce sont des choses qui sont indispensables. C'est pour ça que je dis que pour les parents, c'est quand les premières critiques, non, pour les parents, c'est quelque chose de bénéfique. C'est dire, tiens, mon enfant grandit, mon enfant grandit. C'est-à-dire que ce n'est pas que la mère est imparfaite, c'est qu'heureusement qu'elle est imparfaite pour que je puisse me séparer d'elle, psychiquement. Non, puisqu'elle va plus, avant je voulais lui ressembler, mais maintenant, comme je vois qu'elle est plus aussi géniale que je l'imaginais, je dois pouvoir me séparer d'elle et aller voir ailleurs. Aller voir ailleurs, parce que ce dont il s'agit, c'est que l'enfant puisse sortir de la famille, former sa propre famille, n'est-ce pas? Donc il va falloir qu'il se sépare de cette famille d'origine pour pouvoir fabriquer sa propre famille. Et donc, pour ça, non seulement il va se rendre compte, donc en comparant ses parents aux autres parents, dans d'autres familles, quand il va aller voir à droite, à gauche, non, où il va se rendre compte qu'il y a des gens qui sont différents, que tous les papas sont pas comme son papa, que tous les mamans sont pas comme sa maman, et donc vont commencer les comparaisons. Et donc, ils vont passer par différentes expériences dans leur vie infantile. Alors, il y a de ces expériences, il y a certaines personnes, ils s'en rappellent consciemment, ils se rappellent qu'ils ont eu ils s'imaginaient qu'ils ont eu des fantasmes mais pour d'autres, pour la majorité, on va dire, non, tout ça, ça a été oublié. Et Freud dit qu'il a connaissance de ça, quand l'enfant se sépare de sa mère et qu'il rencontre une fille, souvent il cherche au départ. Non, ça fait aussi partie de la séparation. C'est-à-dire qu'au départ, par exemple, un jeune garçon va tomber amoureux d'une femme un peu plus âgée que lui. Pourquoi? Parce que c'est les premiers pas pour petit à petit se séparer de maman. Non? Peut-on parler de la mort d'une étape pour naître une nouvelle étape? Parce qu'en fait, il n'y a aucune étape qui meurt complètement. Non? Bonsoir Mounir. Non, il n'y a aucune étape qui meurt complètement. Donc on doit traverser ces étapes et continuer à travailler. Parce qu'en fait, il y a un travail qui est constant pour ne pas revenir, avoir tendance à revenir à l'étape antérieure. Donc, on disait que il y a ces petites expériences par lesquelles nous sommes tous passés qui réveillent un sentiment
de non-conformité avec la situation. C'est-à-dire que, et c'est là ils vont commencer donc à critiquer les parents, hein, et ils vont voir qu'en fait il y a des parents qui sont bien mieux que les siens. Il y a des parents qui sont bien mieux que les miens. Alors, c'est pas obligatoirement une réalité, c'est pas Brahim bonsoir, c'est pas obligatoirement une réalité, mais et, mais c'est un jugement, non, c'est l'expérience par laquelle va passer l'enfant. Et, euh, et en plus, l'enfant, il se passe une chose qui est très importante, c'est-à-dire que les parents sont ses premiers amours, et en fait, il va toujours y avoir pour l'enfant une sensation de ne pas être rétribué correctement de cet amour. C'est-à-dire, il n'y a pas une réciprocité aussi forte que l'amour que lui, il a pour ses parents. C'est-à-dire que l'amour qu'il a pour ses parents, bah lui, il voit que ses parents ne l'aiment pas autant. D'ailleurs, de temps en temps, il va se sentir méprisé. Alors, ou il va l'être directement, ou simplement il va le sentir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réciprocité, parce que son amour, il n'y a pas de répondant comme il l'attend de son amour. C'est-à-dire que il ne reçoit pas un plein amour de ses parents, sinon il va devoir le partager avec ses frères et sœurs, hein, par exemple. Et lorsque la mère n'a pas été aimante. Peu importe, peu importe. Ben Ali, bonsoir. Non, que ça n'intervient pas exactement. De toute façon, il va devoir se séparer. Non? À la rigueur, on va dire, si elle n'a pas été aimante, ça va être plus facile de se séparer. Puisqu'elle n'a pas été aimante, on va aller chercher l'amour ailleurs. Non? Donc, mais de nos jours, les enfants ont confisqué les tâches des parents. Ceux qui décident, comment peut-on expliquer ce changement? Felipe, bonsoir. Moi, je pense que le changement dans l'éducation, c'est un petit peu que les parents, ils se lavent les mains des responsabilités. Non? Une lecture possible. Non, il n'y a pas de carence affective. Il y a carence affective dans tous les cas, Céline. Pas seulement dans le cas de Céline, il y a carence affective dans tous les cas. Et c'est nécessaire, et cette carence affective, c'est justement celle qui va me pousser ailleurs. Parce que sinon, pourquoi je vais sortir? Pourquoi je vais aller voir ailleurs? Pourquoi je vais sortir de la famille si ce n'est pas pour trouver justement un amour, donc quelque chose qui me convienne mieux que ces parents qui ne répondent pas exactement comme j'attendrais qu'ils me répondent. Donc, et donc, ils vont commencer, et Freud, c'est ce que Freud découvre, que, il y en a certains d'entre vous qui s'en rappellent, ils vont commencer à fantasmer que c'est peut-être des enfants adoptés. Non, ce qui serait une sorte d'explication, c'est-à-dire que là, ils ne m'aiment pas, ils me méprisent un petit peu, ma mère n'est pas aimante, c'est peut-être parce que j'ai été adoptée. Et donc, il va y avoir une histoire qu'ils vont faire, donc ils sont tout jeunes, et ils vont se faire ce film en imaginant que peut-être qu'ils se sont des enfants adoptés. Et alors, avec ça, s'ils sont des enfants adoptés, c'est-à-dire que leurs parents sont ailleurs. Et peut-être qu'ils sont mieux que cela. Non? Donc, vous voyez que dans les histoires, dans les contes pour enfants, dans les légendes, les mythes, très souvent il y a ça, c'est-à-dire que l'enfant est soigné par des paysans, non? C'est les paysans qui s'occupent de lui, puis tout d'un coup il découvre que ses véritables parents, ben, c'est le roi et la reine, etc. Non? Et donc, ce sont des choses qui appartiennent à l'enfant, ce fantasme des enfants. Si on croit qu'on est adopté, exactement. Donc, c'est pas que si on croit qu'on est adopté, c'est qu'on imagine qu'on est adopté. On imagine, on dit, bah, peut-être que j'ai été adopté, en fait. Et c'est-à-dire que Freud, il va dire qu'il y a, pendant cette enfance, il y a de multiples opportunités, de multiples situations où l'enfant, en fait, c'est le premier grain de la formation de sa personnalité. C'est le premier moment où en fait il va y avoir une accumulation de déception. Non seulement il va être méprisé, il va sentir qu'il est méprisé, que ses parents donc ne répondent pas à son amour comme il l'attend, et qu'il est régulièrement déçu. Et principalement quand il y a des frères et sœurs. Alors ça c'est terrible parce que le petit frère, la petite sœur, ils prennent beaucoup de place et ils ont pris une partie de cet amour qui m'était désigné, qui était tout pour moi, et tout d'un coup je dois partager cet amour. Et ce que Freud dit, c'est que les enfants, ils veulent toujours plus. Ils sont insatiables, les enfants. Ils sont insatiables d'amour. Ils en réclament toujours plus. Encore un baiser, maman, encore un baiser. Non, non, non. C'est-à-dire qu'ils veulent, non, constamment. Et que les parents le savent, qu'ils ont eu des enfants
et que les enfants réclament chaque fois plus de tendresse, plus d'attention, donc chacun à sa manière, hein, et que l'enfant veut toujours plus. L'enfant, il veut toujours plus. Et on voit que chez certains adultes, ça arrive aussi, ils veulent toujours plus. Et en plus, Freud, il va dire que nous avons tous des raisons pour sentir que ce n'est pas suffisant, que ce qu'on a eu, ce n'est pas suffisant. Donc il y a de nombreuses raisons pour sentir que ce n'est pas suffisant. Et cet égoïsme infantile, parce qu'on parle d'un égoïsme, dans le sens où ils veulent tout pour eux, il n'est pas question de partager, cet égoïsme infantile, donc à partir de cet égoïsme infantile apparaissent aussi donc les premiers fantasmes où on imagine qu'on a été un enfant adopté et qu'on peut imaginer qu'on a eu des parents plus beaux, plus riches, meilleurs, plus gentils, plus aimants, etc. Et, et donc, non, c'est comme quand l'enfant va à l'école où il se rend compte, non, avec les copains que je suis comme ça, et je me suis gâté, surtout mon père quand je pleure. Et donc, pardon, hein, je ne vois pas qui a laissé un message, et je vois que le message il est très long, enfin trop long pour que je puisse le lire. Et pour les jumeaux, quoi, pour les jumeaux. Ah ben ça dépend de la relation. Vous avez vu que les jumeaux, chaque jumeau ont des relations complètement différentes, non? Il y en a qui sont inséparables et il y en a qui se séparent tout de suite. Donc ça dépend. Hein, mais qu'en général, les rivalités existent dans tous les cas. Et donc on disait que la cruelle réalité, puisque la réalité pour l'enfant c'est une cruauté terrible, où en fait il va être rempli d'insatisfaction, il va jamais avoir tous les baisers qu'il attend, il va jamais recevoir toute l'attention, il voit que maman elle s'occupe d'autre chose, que papa il s'occupe d'autre chose, qu'il est jamais réellement rassasié affectivement par tout ce qu'il voudrait, hein, par rapport à tout ce qu'il voudrait. Et alors à cette époque-là, Freud il dit on doit le penser que ces fantasmes, ils n'ont pas encore des fantasmes au niveau de la sexualité. Hein, et qu'en général, Freud, il a découvert, donc tous ces fantasmes de l'enfance qu'on a en général oubliés, il l'a découvert parce qu'en fait, ce sont des fantasmes qui vont revenir dans les rêves. Hein, et que à cette époque, c'est pas des rêves nocturnes, c'est des rêves diurnes, c'est-à-dire des fantasmes. Hein, où ils vont, et ces fantasmes vont servir à quoi? Les fantasmes, comme le rôle des fantasmes, c'est-à-dire à réaliser un désir. Donc ils vont fantasmer qu'ils ont des parents différents et des parents. Je ne peux pas voir Mina, je ne peux pas voir le texte. Je reformule et je ne vois pas le texte. Donc ils vont fantasmer que les parents sont merveilleux et qu'ils vont, grâce à ces fantasmes, réaliser leurs désirs. Mais bien sûr pas dans la réalité, dans leur fantasme, qui est la réalité psychique, qui va venir rectifier en fait toutes ces expériences quotidiennes insatisfaisantes dans leur fantasme. Et c'est l'enfant ressent toujours, il n'est pas aimé par ses parents et frères. Et il manque toujours, en général, il considère qu'il manque toujours d'amour. Donc il y en a qui vont considérer directement qu'ils ne sont pas aimés, ou il y en a d'autres parce qu'on ne sait pas exactement quelle est la réalité. Une fois qu'on a l'adulte, et puis la psychanalyse ne s'intéresse pas à aller faire un travail de journaliste pour aller voir si les parents ils aimaient ou pas l'enfant, peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est que cet enfant ne se sentait pas aimé. Donc il sentait que non, il n'a pas eu assez, qu'on devait lui en donner plus. Avoir la larme facile et ne pas savoir s'exprimer et être boudeuse avec les gens, c'est à cause des parents? Non. Boudeuse avec les gens. Donc c'est une certaine hostilité vis-à-vis des gens. Non, peut-être. Mais si vous voulez en savoir plus, il faut se psychanalyser. Donc, et donc on disait que ces fantasmes sont là pour rectifier les insatisfactions de la réalité. Comme chez nous, adultes, c'est la même chose. Quand on fantasme pourquoi? Pour rectifier, bonsoir Stéphanie, pour rectifier la réalité. C'est-à-dire que comme la réalité ne va pas complètement nous satisfaire, je préfère fantasmer, comme ça dans mes fantasmes. Alors là, mes fantasmes sont satisfaisants. Je vais directement pour... Et alors, rappelez-vous qu'il y a des fantasmes qui sont conscients et d'autres qui sont inconscients.
C'est-à-dire qu'on n'a pas conscience de tous nos fantasmes, on a conscience de certains fantasmes, mais pas de tous. Et que pour ces enfants, en fait, Freud il va nous dire que les fantasmes qui vont commencer donc à partir de là ont principalement deux objectifs. Et en plus, chez l'adulte, ça va continuer pareil, c'est-à-dire que les deux objectifs vont être des satisfactions érotiques ou des satisfactions d'ambition. D'ambition. Et donc, le fantasme, c'est de remplacer le père et remplacer la mère pour des parents plus éminents. Plus éminents. Bonsoir, Christine. Des parents qui vont satisfaire bien mieux tous les désirs de cet enfant. Et donc, quand l'enfant arrive à comprendre et à connaître les multiples liens sexuels qui unissent le père et la mère, quand il comprend, parce que ça aussi c'est une étape, c'est-à-dire qu'il va y avoir un moment où il va comprendre que le pater semper incertus, il dit en latin, est, c'est-à-dire que le père est incertain, qu'on peut douter de la paternité, alors que de la mère on ne peut pas douter. Alors là, il commence une autre étape, c'est-à-dire que si je peux douter de mon père, c'est-à-dire que là, je vais commencer à exalter l'image du père. C'est peut-être un autre, c'est peut-être pas lui, c'est peut-être un autre. Donc je continue à rêver que mon père, c'est peut-être quelqu'un de bien mieux que celui avec qui je vis. Par contre, la mère, ben non. Alors du coup, avec la mère, il va se passer autre chose, parce que là, il commence à y avoir l'enfant à détecter, on va dire, tous ces liens sexuels qui existent entre les parents. Et en fait, c'est pour ça qu'on parle d'un roman familier un petit peu comme dans certaines séries télévisées, on va dire. Et il va commencer à imaginer, donc à cette époque, il va avoir une tendance à imaginer des situations et des relations érotiques, et qui vont placer le désir, c'est au présent. Les fantasmes, c'est le désir se réalise. Le désir, c'est complexe. Parce qu'il y a plusieurs types de désirs. Mais le fantasme, c'est quelque chose, en fait, roman familial Freud. Donc le fantasme, ça n'existe pas, non? Ah, c'est familial des névroses, le roman familial. Donc, et il va placer la mère, donc, qui est, Freud y précise, n'oublions pas que la mère pour les enfants, c'est l'objet le plus intense, la curiosité sexuelle la plus grande. Quand les parents meurent avant ce fantasme, il y a quelqu'un d'autre qui va s'occuper d'eux. Il y a quelqu'un d'autre qui va s'occuper de toute façon, effectivement. Après, chacun a des histoires particulières qui va faire que tout le monde ne va pas raconter les mêmes choses. Mais là, Freud, il dit que tout ça, c'est pour tout le monde. Même si on s'en rappelle plus, on est passé par ce genre de fantasme. Fantasmer, c'est rêver, effectivement. C'est rêver éveillé. C'est rêver éveillé. Et donc, il dit qu'il va y avoir, sur cette relation avec la mère, donc qui est un objet de curiosité sexuelle, où en fait il va secrètement placer la mère dans des situations d'infidélité et de relations amoureuses cachées. Un autre jour, Namira, un autre jour. Donc il va commencer à fantasmer que sa mère a d'autres relations. Et en plus, il va le faire, surtout quand c'est le grand frère, quand c'est l'aîné, pour expliquer la naissance des autres enfants. C'est-à-dire qu'il va penser, il va fantasmer que ses frères et sœurs, en fait, n'ont pas le même père que lui. Et il va y avoir une sorte de... Parce que les enfants, donc, ils sont insatisfaits avec ces relations avec les parents qui leur donnent pas tout l'amour qu'ils attendent. En fait, il va commencer à avoir la vengeance qui va rentrer en jeu. La vengeance est un sentiment assez infantile. Et la loi du talion. C'est-à-dire, je vais me venger de la même façon que vous m'avez fait mal, de la même façon, moi, je vais me venger. Et en fait, c'est intéressant comment les enfants vont se venger, parce que bien sûr, les enfants, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir pour se venger. Donc, en fait, ils vont se venger comment? En fantasmant. En disant, voilà, vous ne êtes pas satisfaisant pour moi, je vais fantasmer d'autres parents.
d'autres parents qui vont être bien meilleurs que vous. Non, et les enfants ont l'habitude d'imaginer un roi, une reine, un empereur ou des gens très riches. D'accord? C'est-à-dire qu'ils vont mettre des personnages beaucoup plus éminents que ces pauvres parents de la vie quotidienne. Hein. Et alors il va dire que l'idée de la vengeance et de la loi du talion, et il dit que chez les enfants névrosés, il dit que, alors, il y a beaucoup d'enfants qui sont névrosés, non? La névrose chez l'enfant, c'est quelque chose de tout à fait commun. Ça ne veut pas dire que la névrose va ensuite les accompagner en grandissant. Non, ça n'assure rien. Mais qu'on va savoir une fois l'adulte, non, qu'on va pouvoir, avec l'adulte névrosé, si nous avons un adulte névrosé, nous savons qu'il y a eu un enfant névrosé. Donc, et il va dire que les enfants névrosés, en fait, sont précisément ceux, j'ai pas l'impression, Stéphanie. Les enfants névrosés, c'est principalement ceux qui ont été punis pour essayer de corriger leurs habitudes d'attouchement, de masturbation, etc. Non, c'est-à-dire que toutes leurs relations, ou qui ont été punis parce qu'ils voulaient aller dormir toujours avec maman. Donc, on va dire, ils vont se vouloir, non, se venger de ces punitions. Et comment ils vont se venger? Avec leurs fantasmes, avec leurs fantasmes. Plus jeunes, on va dire, ce sont ceux qui ont plus tendance à utiliser ces créations, non, d'imagination, ils vont dire, pour priver les grands frères et les grandes sœurs de leurs privilèges. Hein. Et ils n'hésitent pas à imaginer que la mère a eu autant de relations qu'elle a eu d'enfants. C'est-à-dire qu'à chaque enfant, elle a eu un partenaire différent, non? Et que dans ces histoires, bien évidemment, lui, c'est le seul enfant légitime de la maison. Hein? C'est ça qui va être intéressant, c'est-à-dire que les autres, ce sont des histoires cachées de la mère, et que lui, c'est le seul enfant légitime. En les proclamant, à ses frères et sœurs, illégitimes, bien évidemment. Donc, l'idée de l'infidélité qu'il va fantasmer de la part de la mère, l'infidélité, l'ingratitude, il dit Freud, ne sont qu'apparents. Ça, c'est intéressant aussi, non? Ne sont qu'apparents, non? Parce que si on examine en détail les particulés de ces fantasmes, non, de romans, c'est-à-dire la substitution des deux parents, ou seulement du père ou seulement de la mère, par des personnages plus éminents, on va voir que donc ils vont les remplacer par des parents aristocrates ou des parents qui vont avoir un château, tout ça, qui sont qui possèdent en fait, que ces nouveaux parents qu'il a fantasmés, en fait, ils possèdent les mêmes caractéristiques que ce que l'enfant avait vu quand il était petit. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il rejette ses parents. C'est qu'en fait, Freud, il va nous dire que c'est une tendance de vouloir revenir à cette époque où les parents étaient grandioses, où les parents étaient magnifiques, où les parents étaient exceptionnels, qui pouvaient faire face à toutes les réalités. Ensuite, les enfants, ils commencent à critiquer quand ils voient que les parents ne savent pas faire face à toutes les réalités, non, avec zèle et excellence. Donc, ils commencent à les critiquer et à s'inventer de nouveau. Donc, il dit qu'en fait, ce n'est pas une attitude de mépris de la part des enfants, on ne doit pas la prendre comme ça, sinon qu'au contraire, il nous montre qu'il regrette ses parents magnifiques qu'ils ont eus à une époque de leur vie. Non? Et et donc il dit que c'est tout un travail qu'ils font, non? Tous ces fantasmes, bien évidemment, c'est un travail qui est mis en marche, en fait, où on voit que l'enfant, il regrette ce temps passé heureux où il avait l'impression que ses parents, non, étaient là que pour lui, parce qu'il y a eu un temps, même s'il y a des frères et sœurs, il les voit pas, non? C'est-à-dire qu'il y a un temps où la maman n'est que pour lui, non? Et où son père, non, était le plus noble et le plus fort des hommes, et sa mère était la plus amoureuse et la plus belle femme.
Et, et donc il dit que dans ces fantasmes qui se manifestent, on voit qu'il récupère en fait, non, que l'enfant récupère, parce que des fois, ces fantasmes, Freud, il va dire qu'ils réapparaissent chez les adultes dans les rêves. Quand on rêve d'un personnage imminent dans nos rêves, ben, c'est très certainement, non, dans le fond, c'est très certainement les figures paternelles de notre toute petite enfance, non, qu'on regrette encore et qu'on va chercher dans nos rêves, mais cette fois-ci dans nos rêves nocturnes. Donc on ne fantasme plus exactement ça dans la vie réelle, mais dans la vie nocturne, nous savons que dans la vie nocturne, non, nous revenons toujours à l'enfance, même si ce qui se présente n'est apparemment pas exactement l'enfance, mais avec une association, nous pouvons voir qu'il s'agit des éléments de l'enfance du sujet. Et donc, c'est-à-dire que la survalorisation infantile des parents peut subsister, peut se maintenir, ou dans les rêves des adultes, ou chez certains encore en train de fantasmer, non? Parce que on va dire que tous ces adultes aussi qui continuent à critiquer leurs parents parce que leurs parents ils ne font pas comme ils considèrent qu'ils devraient faire, parce qu'ils continuent à avoir des sentiments de jalousie, on voit que nous n'avons pas encore abandonné l'enfance et que tous ces sentiments de l'enfance sont encore présents alors que nous avons 30, 40, 50 ans et que nous continuons à avoir ces relations avec nos parents, ou quand on parle d'eux, parce que des fois les parents ils n'existent même plus, mais quand on parle d'eux, on voit qu'il y a encore des reproches qu'on peut faire aux parents, non, comme quoi ils n'ont pas été à la hauteur, non, alors que, Nidal, bonsoir, alors que les parents en général, c'est vrai qu'ils n'ont pas été préparés, la majorité d'entre nous n'a pas été préparée pour faire le travail de parents, et qu'il y en a beaucoup qui ne font pas le travail, ni même quand ils se rendent compte qu'ils en ont besoin, sinon qu'ils se débrouillent un petit peu comme ils peuvent, et que en général, ben, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais que de toute façon, le névrosé va critiquer ses parents. Même si les parents ont fait au mieux, parce qu'il y a quand même des parents qui arrivent à continuer leur propre vie et à être un modèle, continuer à être un modèle, c'est-à-dire une personne qui sait être dans la vie, qui sait se débrouiller dans la vie, qui sait réaliser ses désirs dans la vie matérielle, non, dans la réalité matérielle, et donc ça c'est un modèle, on va dire, un modèle pour les enfants, mais que de toute façon, les névrosés vont continuer à critiquer les parents. C'est-à-dire que c'est une difficulté de l'adulte d'abandonner réellement ses liens et de remercier en tout cas que les parents, quel que soit le travail qu'ils aient fait, ils ont fait un travail qui nous ont permis d'être là aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous prendre, nous, en main pour faire le travail que peut-être qu'eux, ils n'ont pas fait à ce moment-là. Oui, effectivement, mais bon, maintenant, c'est à nous de faire les choses et de répondre à la réalité avec tous les instruments dont nous pouvons disposer, principalement, bien évidemment, la psychanalyse, qui est un des instruments les plus intéressants, les plus passionnants et les plus efficaces pour pouvoir avoir accès à notre propre vie, pour pouvoir former notre propre vie. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas considérer que les enfants ne sont pas de la... Maintenant on va parler du côté des parents, non? Que les parents ne doivent pas considérer que les enfants ne sont pas reconnaissants envers les parents quand on les critique, sinon que quand ils nous critiquent, c'est parce que d'une certaine façon, non, ils sont nostalgiques, ils ont une certaine nostalgie de ces parents qui avaient été si fabuleux à une époque de leur vie et qui ont des difficultés à accepter que ben non, qui se sont trompés. Yvan, bonsoir, qui se sont trompés. En plus, que c'était une illusion. Non, ses parents n'étaient pas aussi extraordinaires qu'ils l'avaient vu. Et donc voilà pour le roman familial des névrosés, ou du névrosé, parce qu'il y a de nombreuses traductions, bien évidemment, qui vont nous parler de ce texte. Mais c'est un texte que je vous recommande de lire, qui est tout à fait accessible, qui est court, qui est accessible, et qui nous montre donc, et ce qui est intéressant de comprendre,
c'est très riche la psychanalyse. J'ai vu que vous lisiez Lacan sur YouTube, il est possible de vous expliquer en le vulgarisant. Mais on va continuer d'abord avec Freud. Parce que le plus important, d'abord, Lacan est incompréhensible si nous n'avons pas une bonne base de Freud. D'accord? Donc ça c'est le plus important. Et en plus, parce que Lacan, après, il va travailler, quel est le titre du livre? Le roman familial du névrosé. Non? Et ce qui est intéressant dans ce texte, surtout, c'est de voir penser que tous ces fantasmes dont il parle, qui sont tout à fait représentatifs dans les contes pour enfants, dans les histoires, même dans de nombreux films, où on va voir dans de nombreux films, où quand il y a une histoire avec les parents, ou quand l'enfant il découvre qu'il a été adopté, mais qu'en fait son père, c'est pas exactement celui-là, sinon que c'est un autre. Donc, vous voyez, quand les enfants qui découvrent qu'ils ont été adoptés, qui veulent découvrir, qui veulent aller voir quel est le père biologique, pour voir si il n'est pas mieux que ceux qu'il a à la maison, même s'il ne les critique pas. Parce qu'une chose, c'est le discours conscient du sujet, où il y en a beaucoup d'enfants qui ont été adoptés et qui remercient leurs parents adoptifs, mais ils ont des fantasmes, ils continuent à avoir des fantasmes en pensant peut-être qu'il y en a un qui serait bien mieux. Et Jung, Nadine, il s'est dévié de la psychanalyse. D'accord? Il a fait... non, lui, il est parti sur un autre terrain. C'est pour ça que la psychanalyse, c'est une discipline difficile. C'est une discipline difficile parce qu'il y a beaucoup de choses à accepter, non? Toute cette présence de la sexualité dont nous parle Freud, dont il va parler de cette sexualité chez les enfants. Donc, et il y a non, des personnes qui préfèrent ne pas parler de cette sexualité, de ne pas se rendre compte que tous ces enfants, par l'époque de tous ces fantasmes, ils ont toute une relation avec la sexualité. Et quand Freud il va parler de la pulsion orale, qui est une pulsion sexuelle, que la pulsion anale c'est une pulsion sexuelle, non, que la pulsion phallique c'est une pulsion sexuelle, que toutes les pulsions en fait sont des pulsions sexuelles, il y a beaucoup de gens qui ont eu des difficultés de tolérer ça et donc ils ont préféré donner d'autres explications, on va dire, au lieu d'accepter la situation de l'être humain. Oui, l'être humain, il est sexuel parce qu'il parle et parce qu'il va mourir. D'accord? C'est pour ça que, on va dire, Jung, avec ses recherches au niveau onirique et spirituel, me plaît beaucoup. Alors, ça peut vous plaire, il y en a beaucoup qui plaisent. Non, les philosophes aussi, mais ce n'est plus la psychanalyse. D'accord? C'est-à-dire que, comme on voyait la fois dernière, et ça c'est important aussi de pouvoir penser que le champ psychanalytique est bien déterminé. Et qu'il y a une pulsion de mort, qu'il y a non, une pulsion de mort, qu'on voit que cette pulsion, non, cette hostilité envers les parents qui se manifeste dans ces fantasmes, donc c'est aussi une sorte de vengeance, mais en même temps, comme nous dit Freud, c'est une sorte de vengeance, mais c'est aussi une manifestation d'une certaine nostalgie, c'est un vouloir revenir un petit peu en arrière. J'ai appris que lorsque l'on désire quelqu'un en réalité, selon Freud, veut surtout être désiré de l'autre. Donc, au départ, l'enfant, il est aimé par ses parents. Mais après, il va devoir apprendre à les aimer. C'est-à-dire qu'il a cette position passive, parce qu'il n'a pas d'autre possibilité, et après, il y a la position active. C'est-à-dire que, en général, non, on va toujours réclamer, on veut être aimé, mais ça, c'est ce que nos parents ont fait avec nous. Non? Ou en tout cas, c'est une situation infantile de réclamer de l'amour. Alors que l'adulte, non, la position de l'adulte, c'est aimer, apprendre à désirer les autres. Non? Donc, on veut surtout être désiré de l'autre, mais c'est que, on va dire, le plus important pour l'être humain, c'est d'aimer, pas d'être aimé. C'est le plus important, d'être aimé. Parce que avoir la capacité d'aimer, ça nous donne beaucoup, on va dire, ça nous donne de l'estime de soi, ça nous donne confiance en nous, être capable d'aimer. Quand on attend tout de l'autre, qu'on a cette dépendance affective, qu'on attend tout de l'autre, on ne se sent pas qu'on a confiance en nous, puisqu'on dépend des autres. Hein? Donc, avoir la capacité de pouvoir commencer à aimer, et c'est quelque chose qui est tout à fait bénéfique, et c'est le plus important, en fait, dans notre vie. C'est de pouvoir aimer.
c'est de pouvoir aimer. Après, on pourrait faire, non, je crois qu'il y en a déjà sur la chaîne YouTube des sujets sur l'amour, voir de quoi il s'agit quand on parle d'être capable d'aimer. J'en suis au début de la formation, c'est peut-être pour ça qu'on est dans le développement de l'enfant. Effectivement. Après, non, s'aimer soi-même, c'est déjà le principal. Non, c'est pas le principal. D'abord, on ne peut pas s'aimer soi-même si on n'aime pas les autres. Il faut aimer les autres et en aimant les autres, on s'aime soi-même. Puisque nous sommes un autre, en fait, pour nous. S'aimer soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est le principal, ça veut dire que j'aime personne d'autre, non? Je suis pur narcissisme et quand je me regarde dans la glace et mon nombril, je prends mon pied. Mais ça, ce serait s'aimer soi-même, si, mais ça, c'est ne pas être dans la réalité. Donc c'est pas s'aimer soi-même, quand on s'aime soi-même, c'est qu'on aime les autres aussi. Donc l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Parce qu'on dit que quand on a la capacité d'aimer, on a la capacité de s'aimer, on a la capacité d'aimer les autres. Le problème, c'est s'aimer. Parce qu'après, il y a des gens qui disent qu'ils s'aiment, mais quand on voit ce qu'ils font avec eux-mêmes ou avec leur propre vie, on dit, ben ouf. Parce que là, s'aimer, ça veut dire quoi? C'est quand les gens souffrent, on dit, ben tu t'aimes pas beaucoup, hein, parce que si tu restes dans cette souffrance, c'est que tu t'aimes pas beaucoup. Par exemple. Par exemple, non? Il y a beaucoup d'autres manières de faire de lecture des situations. Mais que aimer, et quel que soit l'objet, non? Peu importe l'objet, que ce soit soi-même ou les autres, il faut aimer. À la semaine prochaine, Martine, d'accord. Allez, on en termine pour ici. D'accord, très bien. Donc la fois prochaine, avec un nouveau sujet, si on aime soi-même, alors on peut qu'aimer les autres. Ou l'inverse, si on aime les autres, si on aime quelqu'un déjà, non, parce que les autres, ça n'existe pas, on aime certaines personnes, non, et après, ça va nous permettre de nous aimer nous-mêmes. Donc, Amel, tout à fait, bonne continuation à tous, merci de partager sur vos réseaux, et si sortie de relations parentales narcissiques, puis avec je suis ravie d'enfin prendre le temps de m'aimer moi-même. Merci à vous Olivier, Reda, au revoir, bonne continuation, Sonia, au revoir Stéphanie. Donc, et pour ceux qui sont intéressés, donc premièrement, partagez sur vos réseaux, s'il vous plaît, pour que nous soyons plus nombreux à pouvoir nous intéresser à ce sujet. Et en plus, si vous voulez approfondir un peu les informations, comme maintenant nous sommes en train d'étudier un cours en parallèle sur un cas clinique du président Thomas Wilson, qui est super intéressant. Justement, on revoit l'enfance du président et on va voir comment lui, il va se débrouiller face à toutes ces informations et ces situations de son enfance. Quelle est la position qu'il va prendre dans son complexe d'Oedipe, comment il va faire et comment il va traîner en fait ça toute sa vie, non? Que sa position face au complexe d'Oedipe va se maintenir pendant toute sa vie, il va réagir aux différents faits de la réalité de la même façon. Donc c'est un cas très intéressant et assez facile, surtout c'est pas un cas très complexe, donc c'est assez facile, qui permet une bonne compréhension de cette association entre la théorie d'un côté et la vie d'un personnage, donc d'un personnage, et c'est très intéressant. Donc, si vous êtes intéressé, prenez contact avec moi. Allez, bonne continuation, bonne soirée et à la semaine prochaine. Allez, au revoir, bonne soirée, ciao, ciao. Merci.